Bonsoir chers auditeurs, très heureux de vous retrouver pour ces chroniques de la vieille Europe. Autour de la table, comme à chaque occasion, Grégoire Gambier, journaliste, Xavier Van Lierde, rédacteur en chef de Relève Politique, Patrick PL, journaliste, et votre serviteur Philippe Christel. Nous allons comme d'habitude faire notre émission en 3 parties. Une première demi-heure consacrée à des commentaires sur l'actualité française et européenne, et Dieu sait s'il s'est passé des choses depuis la dernière fois que nous nous sommes rencontrés sur les ondes de Radio Courtoisie. Une seconde demi-heure qui sera consacrée à notre invité, et une troisième demi-heure, comme à l'accoutumée, davantage consacrée à l'actualité culturelle française et européenne. Alors, on parlait d'actualité, il s'est passé effectivement beaucoup de choses depuis la dernière fois que nous nous sommes vus. Il y a eu évidemment les élections européennes dans 25 pays, nous en reparlerons, mais l'actualité la plus brûlante et celle sur laquelle je voudrais commencer et faire réagir nos amis, c'est la conclusion du sommet de l'Alliance Atlantique, sommet de l'OTAN à Istanbul, en présence donc de l'ensemble de la grande majorité des chefs d'État européens et bien sûr du grand frère George Bush. Alors vous avez vu comment ce sommet s'est déroulé. Dans un premier temps, George Bush est très clairement revenu pour insister sur la nécessité pour l'Union européenne d'inclure au plus vite la Turquie. Le soir même, Jacques Chirac, dans un point de presse, tout en réaffirmant son souhait lui aussi de voir la Turquie en Europe, a vertement tensé George Bush en lui disant « Nous sommes des amis, pas des serviteurs, ce n'est pas le sujet du président américain de parler des problématiques européenne ». Et puis dès le lendemain, Bush recommençait devant les caméras sans avoir entendu évidemment ni obtempéré à la réaction de Chirac. Alors immédiatement là de ce sommet, on peut tirer au moins 3 conséquences. La première conséquence, et j'aimerais que nos amis réagissent là-dessus, la première conséquence, c'est que pour ceux qui peut-être par naïveté ou qui sont encore dans les émotions de la commémoration de 1944, pour ceux qui l'auraient oublié, les États-Unis aujourd'hui confirment qu'ils sont absolument déterminés à polluer l'Europe et à empêcher qu'une Europe véritablement européenne se crée en voulant immiscer le plus rapidement possible le poison turc dans l'organisation européenne. Deuxième conséquence, c'est que devant l'impudence avérée du président américain, il ne s'est pas trouvé un chef d'État pour dire « mais enfin, de quoi vous mêlez-vous? Nous avons une autre idée de l'Europe et laissez-nous nous organiser nous-mêmes ». Ou plutôt si, il ne s'en est trouvé qu'un seul, c'est Jacques Chirac, lequel, on le sait, est pourtant un partisan de l'entrée de la Turquie en Europe. Ce qui prouve à la fois que les chefs d'État européens n'ont pas envie d'intervenir sur le sujet, alors que Chirac, lui, au moins, défend une certaine vision, même s'il est seul, de l'indépendance européenne. Et donc, il n'y a pas non plus, il y a du bon dans cette réaction chiracienne. Et puis, troisièmement, c'est que l'élargissement de l'Union européenne à la Turquie, comme l'élargissement de l'OTAN à des pays comme l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Géorgie, consiste pour les États-Unis à pousser un élargissement de l'Alliance pour encercler et pour contenir le plus rapidement possible la puissance russe qui est en cours de reconstruction et pour définitivement installer des logiques militaires dans l'Asie centrale, c'est-à-dire au débouché des approvisionnements énergétiques à la fois de l'Europe et de la Chine. Donc 3 leçons. Premièrement, l'Amérique continue à tabler et à essayer d'affaiblir l'Europe. Deuxièmement, il ne se trouve en Europe personne pour réagir, sauf Jacques Chirac, dont nous connaissons un certain nombre de faiblesses intrinsèques. Et troisièmement, la stratégie américaine confirme sa volonté d'affaiblir l'Europe et d'encercler la puissance émergente russe. Cela devrait quand même faire réfléchir tous ceux qui pensent que l'Amérique veut notre bien et pousser à l'urgence d'une coopération entre ces puissances qui sont aujourd'hui visées par l'Amérique, à savoir l'Europe et la Russie. Alors peut-être Grégoire Gambier, Xavier Van Lierde, votre réaction sur le bilan que vous faites des conclusions de ce sommet?
Oui, merci. Ça va pas vous surprendre, je ne partagerai pas une fois encore votre enthousiasme à l'égard de Jacques Chirac, parce que effectivement, il a mis en scène une opposition à George Bush. Enfin, je dis mise en scène donc avec les relais médiatiques classiques, donc en coulisses, en expliquant aux journalistes qu'il était vraiment pas content, qu'il l'avait fait savoir, etc. Mais vous avez bien souligné le fait qu'il avait expliqué, soi-disant, à George Bush qu'il n'avait pas plus à s'occuper de la Turquie que la France du Mexique, si ce n'est que c'était bien pour réaffirmer que la Turquie avait vocation à intégrer l'Union européenne et tutti quanti. Donc sur cet aspect, comme sur l'aspect plus militaire, puisqu'il s'agissait bien d'un sommet de l'OTAN, Chirac aussi s'est félicité que ce soit un général français qui s'apprête à prendre le commandement de la force de l'OTAN au Kosovo, et que ce soit aussi l'Eurocorps qui prenne en août la tête de la force de maintien de la paix à Kaboul. Donc dans ces deux théâtres d'opération, là aussi la voix de la France et de l'Europe, en dehors de l'animation médiatique, est dangereusement absente, puisque au Kosovo comme en Afghanistan, ce sont bien des opérations voulues et organisées par les Américains dans une stratégie de containment de la puissance russe ou slavo-russe, et nous ne faisons que faire ce que les Américains souhaitent faire, mais simplement ils préfèrent que ce soit des alliés, comme ils disent, c'est-à-dire des harkis plutôt que leurs boys qui sont trop précieux. Donc dans un cas comme dans l'autre, la Turquie est les théâtres d'opération où l'OTAN serait amenée à se déployer. Je ne partage pas totalement cette vision un peu souveraine, cette grandeur passée de la France qui, dans les couloirs feutrés des sommets internationaux, nous rappelle sa grandeur, mais sa grandeur concrètement, elle a bel et bien disparu. Et vous partagez donc le constat sur les menaces? Les menaces. C'est-à-dire affaiblissement de l'Europe, encerclement, containment, ou plutôt, je sais pas comment on dit en français, contention de la puissance russe émergente. Bah, oui, tout à fait. Bah, c'est ce que je disais avec l'Eurocorps en Afghanistan. En soi, ça ne peut être que mieux que ce soit peut-être des Européens, a fortiori des Français, qui prennent le commandement des troupes au Kosovo et en Afghanistan, parce que nous avons une approche un peu différente. Mais il faut que ce soit bien sur une logique, si ce n'est d'exfiltration de ces forces, au moins de repositionnement diplomatique par rapport à la puissance américaine qui avait décidé de ces interventions. Xavier Van Lierde, que vous inspire quant à vous les résultats d'Istanbul? Mais écoutez, ce qui me frappe, c'est quand même la capacité des Américains à agir selon des fondamentaux géopolitiques. C'est-à-dire ce que l'on constate, c'est que de Zbigniew Brzezinski jusqu'à George Bush, donc de Carter jusqu'à George Bush, l'objectif de l'Amérique est toujours le même, empêcher l'émergence d'une grande puissance continentale, faire en sorte qu'elle ne soit pas cohérente et qu'elle ne puisse pas peser sur les affaires du monde, ni même d'ailleurs rester maître chez elle sur son aire continentale. Avec le plus de recul, c'est cela qu'on peut constater. L'objectif des Américains en faisant entrer de la Turquie, bon, bien sûr, non seulement c'est quand même un allié des États-Unis, un allié d'alliés des États-Unis, la Turquie, mais c'est aussi un État qui va empêcher, voilà, la construction d'une Europe puissance. C'est ça l'objectif majeur. Les États-Unis ne veulent pas seulement d'une Europe atlantiste, ils veulent d'une Europe impuissante. Ils ne veulent pas seulement un pôle euro-atlantique fait de deux puissances allant dans la même direction, ce qui en somme, enfin pour ma part, je considérerais déjà comme un recul de l'Europe, mais ils veulent avoir le leadership absolu sur ce monde atlantique pour peu qu'il existe. Oui, Patrick PL. Oui, c'était simplement pour revenir justement à ce sommet de l'OTAN. Les Américains ont quand même, comme au G8, ont accouché d'une souris. Il faudrait quand même pas voir la France dans cette histoire simplement isolée. 2 fois de suite, l'Amérique se sent une grande victoire diplomatique derrière ces grands sommets, et à chaque fois, la France se contredit et fait quelques petites concessions. L'OTAN n'ira pas en Irak. Là-dessus, je crois que les Américains ont été obligés, et c'est pour ça que je pense que George Bush a changé de sujet, a voulu agacer Jacques Chirac avec l'histoire de la Turquie, mais sur l'Irak, il a diplomatiquement perdu.
Oui, peut-être qu'on a perdu, que George Bush a perdu à Istanbul, mais dans le même temps, les hiérarques de l'Union européenne sont l'atlantiste portugais, président de la Commission, Javier Solana, ancien secrétaire général de l'OTAN, comme responsable, comme ministre des Affaires étrangères. Et donc, peut-être que sur le tapis vert, les choses ont été perdues à Istanbul, mais en tout cas, dans les postes de commande, les atlantistes ont gagné. Bah, tout à fait, parce que je partage pas la vision de Patrick Puel, parce que il y a une politique américaine que Xavier Van Lierde a bien, très justement rappelé à l'instant, qui est une vraie politique, une vraie géopolitique, que l'Europe elle-même devrait pouvoir s'en inspirer pour bâtir sa propre géopolitique. Mais le fait que cette politique voulue par Washington soit conduite ensuite par des Américains ou par des Européens qui conduisent la politique américaine, c'est quand même une vraie victoire américaine. Et c'est ça, ce qui compte quand même in fine, ce sont les actes. Et les actes, ils restent quand même favorables, très largement favorables aux Américains, et ce malgré leur échec monumental en Irak. Alors que là, il y avait quand même une occasion de déstabilisation, et enfin en tout cas d'un meilleur équilibre des pouvoirs entre une Europe continentale, les États-Unis. Or une fois de plus, l'Europe a laissé passer les plats. Il faudra attendre une nouvelle erreur américaine, mais gageons que ça ne saurait tarder. Alors, on a parlé de ce que pensent ou le peu que pensent les chefs d'État en Europe des États-Unis. Alors, qu'en pensent les pays? Qu'en pensent les gens dans la rue? Oui, c'est l'autre enseignement. C'est l'autre enseignement que je pense qu'on peut avoir sur cette sortie de Chirac, quand même assez virulente, et au-delà d'ailleurs de ses contradictions internes. Il intervient contre Bush, vous l'avez dit, parce que celui-ci est favorable à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Ce qui est frappant, c'est la rudesse de ton de Chirac à l'égard de George Bush. Je pense qu'il y a quelques mois, quelques années encore, une telle rudesse de ton était inimaginable, et cela traduit une modification profonde de la perception de l'opinion publique des différents pays et de l'opinion publique mondiale à l'égard des États-Unis. La modification de cette perception, on peut d'ailleurs la mesurer à travers une série de sondages qui ont eu lieu. Tenez, le premier a eu lieu au Canada. C'est un sondage qui portait sur un panel de 500 jeunes Canadiens de 14 à 18 ans. On leur demandait leurs sentiments à l'égard des États-Unis, et à un peu plus de 40%, ils ont répondu qu'ils considéraient les États-Unis comme une force du mal, en anglo-canadien dans le texte, an evil force. On voit donc que le vocabulaire Quaker américain, fait de bien et de mal, de gentil et de méchant, de très gentil et de très méchant, se retourne contre ses concepteurs et leur revient dans la figure comme un boomerang. Alors bien entendu, vous pourrez me dire, quand on en est à se délecter d'un sondage qui porte sur 500 jeunes Canadiens de 14 à 18 ans, c'est que les carottes sont cuites. Peut-être, sauf que ce n'est pas si anodin que ça, que des jeunes de 14 à 18 ans, si perméables à la culture américaine, qui certainement vont voir des films américains, mangent des fast-food, portent des Nike, etc., puissent avoir ces sentiments-là à travers les États-Unis, ça marque très clairement une limite de leur influence et de leur capacité à modeler les esprits. Bon, il y a un autre élément qui nous permet de voir que ça s'inscrit dans une donnée de fond, c'est un autre sondage qui, celui-là, est d'une ampleur considérable. C'est un sondage non seulement qui a été fait par un institut de sondage américain, qui porte sur 19 000 personnes réparties dans 19 pays, eux-mêmes répartis sur tous les continents de la planète, et on leur demandait à leur tour quels étaient leurs sentiments sur la politique américaine. Et aux surprises pour les Américains ou aux confirmations pour nous, il apparaît que 55% des gens interrogés, donc une sorte d'opinion publique mondiale, pour peu qu'elle existe, considèrent que les Américains ont une influence négative sur les affaires du monde. On peut poursuivre l'examen de ce sondage en constatant qu'à l'inverse, près de 50% des personnes interrogées considèrent que l'Europe a une influence positive sur les affaires du monde. Et quand on dit près de 50%, ça inclut les Américains, tant et si bien que si on retranche les Américains de ce chiffre, eh bien, il y a une majorité de l'opinion publique, États-Unis exclus, qui considère que l'Europe a une influence positive sur le monde. Enfin,
Ce serait intéressant de savoir quelle est l'influence de l'Europe. Oui, comme quoi c'est l'inaction qui est positive. J'allais y venir, ne venez pas à la conclusion. Il y a un dernier sondage. Nous sommes pressés, un dernier gourmands. Sondage, beaucoup plus franco-français ou européen en tout cas, qui mesurait donc le sentiment des Français vis-à-vis de l'Amérique. Les résultats sont absolument dévastateurs pour les États-Unis. En effet, pour 82% des Français interrogés, c'est un sondage qui a été fait lors des commémorations du 6 juin dernier. Pour 82% des Français donc interrogés, les Allemands sont devenus les alliés les plus sûrs avant les Britanniques et avant les Américains. Les Britanniques sont des alliés sûrs pour 65% des Français. Les Américains n'arrivent qu'en troisième position avec 55%. Et il faut se souvenir qu'en 1994, il y a donc à peine 10 ans, un sondage analogue plaçait les Américains en tête avec 70% devant les Allemands et les Britanniques. Il y a donc un retournement complet des opinions publiques. Alors, c'est vrai que certainement la puissance, et d'autant plus l'hyperpuissance, par nature, catalyse des oppositions, et prête le flanc à des critiques et à un agacement. C'est naturel, mais c'est aussi quelque chose à prendre en compte, et qui a certainement été accéléré par la façon dont les Américains mettent en œuvre leur puissance depuis l'arrivée de George Bush au pouvoir. On pourrait élargir un petit peu le débat, mais j'ai peut-être déjà été un petit peu long sur les notions de hard power et de soft power. Aujourd'hui, les Américains ont une prédominance totale dans le hard power. Ils ont la plus grande armée du monde, ils ont les plus gros biceps, ils sont tout plus gros que les autres, mais ils sont totalement dépourvus de charme et de séduction. Et pour charmer et séduire l'opinion publique mondiale, eh bien, il ne faut pas seulement avoir les plus gros équipements, il faut aussi un petit peu d'intelligence et de charme. Et c'est peut-être cette French touch qui va nous permettre de l'emporter face à ce colosse. Puisque vous parlez de hard power, de soft power et de French touch, je vais donc rappeler que nous sommes sur Radio Courtoisie. Oui, c'est le moment. Et que vous êtes disqualifié aux oreilles de nos auditeurs qui sont scandalisés. Nous recevons une brouette de messages à l'instant même. Et donc, je vais vous punir et passer la parole à Grégoire Gambier qui va s'exprimer en français pour nous commenter les résultats des élections européennes. En France, en plus. Oui, majoritairement en France. Oui, alors on a dit beaucoup de choses sur ces élections européennes et maintenant on a un petit peu de recul et c'est peut-être pas la peine de revenir trop longtemps dessus. Moi, je retiendrai simplement un seul chiffre, enfin un seul fait, c'est l'effritement, pour ne pas dire l'effondrement de l'ensemble des candidats ou des listes souveraino-jacobines, si on met ensemble Villiers, Pasqua, Le Pen, Maigret et accessoirement les Chasseurs, même si la démarche est un peu différente. Je vous rappellerai que donc ces différentes listes regroupaient le tiers des électeurs en 1999 et ils n'atteignent même plus les 20% en 2004. Et c'était par rapport à 1994, la chute est encore plus importante. Alors je ne parle que de pourcentage puisque compte tenu du taux de participation, ce serait encore plus cruel de parler de nombre de voix, où là, ce n'est plus de l'effondrement, c'est cataclysmique. Mais là, ça devient cruel pour tout le monde. Ça devient cruel pour tout le monde, mais j'y viens. Donc, en parallèle, je mettrai en parallèle cette vraie donnée électorale avec deux autres résultats, qui sont les résultats des listes, au contraire, donc populistes, anti-européennes, partout ailleurs en Europe, qui sont plutôt en progression, que l'on songe à l'Angleterre ou à l'Autriche, puisque c'est bien un populiste anti-européen qui a damé le pion du FPE. Donc il y a quand même un cas français en Europe, encore une exception française. Et le deuxième parallèle avec les résultats de la liste Euro-Palestine, alors qui est évidemment, nous sommes dans un nombre d'électeurs un peu moins important, mais on peut souligner quand même les scores très importants de cette première liste réellement communautariste en banlieue parisienne, avec de nombreuses villes où elle a dépassé les 10% des suffrages. Donc, elle dépasse l'UMP. Et dépasse l'UMP dans certains secteurs, à la surprise des observateurs politiques. Donc le résultat, pour le moins décevant, des listes qu'on va qualifier de souverainistes par rapport à leurs homologues européennes, d'une part, et par rapport à d'autres significations politiques, notamment donc en banlieue, avec la liste Euro-Palestine.
Alors je conclurai simplement en disant que, enfin sur une note plutôt optimiste, puisque si le souverainisme, qui n'est malgré tout que la prolongation strictement électorale de l'idéologie jacobine et républicaniste, s'effondre aussi rapidement en France, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque c'est bien de France qu'est partie cette idéologie, et c'est plutôt de bon augure pour le XXIe siècle. Il y a un nationalisme à réinventer, et celui-là doit être européen. Xavier Van Lierde. Oui, permettez-moi de ne pas partager votre enthousiasme. Mesuré, cher Grégoire, mais alors que l'on vient de constater que mécaniquement, dans les institutions européennes, les non-atlantistes, c'est-à-dire la France et l'Allemagne, sont devenus minoritaires, je ne sais pas s'il faut se féliciter. Je ne suis pas félicité, je suis contenté de constater une tendance historique. De nouvelles de bon augure. Je veux pas oui, si on veut bien. Je ne pense pas que ce soit une nouvelle de bon augure que de constater que, y compris dans l'opinion publique et pas seulement au sein des institutions européennes, les moyens qui permettent à la France de tenir le discours qu'elle a tenu à Istanbul ce week-end sont en train de s'évanouir. Ou alors la bonne définitivement, nouvelle. Terminer. Je suis navré, mais la grande Europe continentale que vous appelez de vos voeux, je le sais, Grégoire, ne passera pas par les grands mécanos institutionnels qui sont en train de nous paralyser comme les fils de soie pouvaient paralyser Gulliver. Il viendra des capitales et des États souverains moteurs en dehors de ces constructions qui s'enlisent et qui sont faites. Mais nous sommes totalement d'accord, et c'est pour ça que je dis que c'est une bonne nouvelle, puisqu'il y a bien, la bonne nouvelle, c'est que la France dit enfin, il était temps, adieu au XIXe siècle, et c'est une bonne nouvelle et pour la France et pour l'Europe. On pourrait d'ailleurs se demander si la perte d'influence et les échecs de ce bloc souverainiste que vous avez dépeint n'est pas lié au fait que leur projet politique est essentiellement une caricature et une critique de la bureaucratie bruxelloise, oui, et qu'elle n'est pas complétée ni augmentée de la formulation d'un projet positif européen et donc qui n'attire personne. Oui, c'est la condamnation uniquement du projet européen avec toutes les tares qu'on lui connaît. Et je crois que c'est tout le paradoxe, c'est que les européistes en France tiennent un discours qui devrait s'articuler avec la puissance européenne et l'émergence d'une puissance. Or, dans les faits, c'est l'inverse. Et de même, les souverainistes qui pourtant apportent les instruments qui devraient permettre cette puissance, eh bien, sont sur le précaré et ont des discours parfaitement étriqués. Ah oui, c'est l'échec d'un discours. Là aussi, la bonne nouvelle. On joue à front renversé, c'est navrant. Et alors, hypothèse de salut pour ces forces-là, puisqu'à chaque élection européenne se pose la question, les nationaux, souverainistes, identitaires, allons savoir comment on peut les appeler, auront-ils un groupe, comment va-t-il se former? Toutes les conjectures sont possibles puisque le Vlaams-Blok est toujours présent. Le FPE a envoyé comme député européen Andreas Mölzer, qui était à l'origine en 97, me semble-t-il, d'un rapprochement des droites européennes autour du Vlaams-Blok, du FPE, d'une fraction de la CSU allemande, et le partenaire français qu'il avait choisi était à l'époque le MNR de Bruno Maigret pour éviter d'avoir... C'était en novembre 2001, puisque je crois qu'en 1997, tout ceci était dans les... Effectivement, oui, forcément. Donc c'était en novembre 2001, merci de la précision. Donc, dans la banlieue de Vienne, c'était une très belle réunion, n'est-ce pas? Absolument. Toute la question est de savoir, puisqu'aujourd'hui le partenaire français s'appelle le Front National, puisqu'il ne reste plus que celui-là, est-ce qu'un tel groupe sera possible? Est-ce que les vieux antagonismes entre les divas pourront s'effacer? Pour l'instant, personne ne le sait. Il y a fort à parier qu'il y a aussi un grand chantier de fédérer et de regrouper tous ces élus, soit souverainistes, soit populistes, soit anti-européens, qui ont été notamment élus dans les anciens pays de l'Est. Et j'espère que les nouveaux députés européens auront un petit peu de vision, un petit peu de sagesse et mettront au dernier plan les prérogatives des vieilles divas fatiguées pour arriver à réunir et à construire quelque chose de cohérent.
Oui, enfin, si c'est uniquement du constructivisme institutionnel, au sens où Xavier von Lier l'évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire un groupe parlementaire avec des moyens financiers, un peu le groupe des mécontents qui sont d'accord sur à peu près rien, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Une fois de plus, ce type de coalition politique qui peut envoyer un signal fort aux opinions des différentes nations européennes, un tel groupe politique n'a sa justification que sur un projet politique et une vision de l'Europe. Or, une fois de plus, la plupart des élus sur ces listes sont totalement dénués de vision européenne, sont complètement à côté de la plaque, et heureusement, et ça je m'en félicite, je maintiens que je m'en félicite, les électeurs ont désavoué ce type de positionnement uniquement sur de la crispation. On m'a dit qu'au sein du groupe FN, c'était Lydia Chenardi qui allait reprendre la présidence du groupe européen. Non, mais qu'elle allait être en charge de ce dossier. Donc ça va progresser. En tout cas, puisque un de nos auditeurs nous pose la question, nous avions reçu lors de notre émission inaugurale des Chroniques de la Vieille Europe, Philippe Kleist, qui était député européen sortant du Vlaams-Blok, un jeune député de 35 ans. Eh bien, il a été largement réélu, et puisque le Vlaams-Blok a même augmenté son score et en voix et en nombre d'élus. Quelques commentaires rapides d'auditeurs avant de clore cette première demi-heure. Le président Bush et Blair font tout pour s'aborder l'Europe, nous écrit-on. Deuxième commentaire, les États-Unis ont parfaitement raison d'agir ainsi puisqu'ils s'occupent de leurs intérêts. Il ne faut pas les critiquer, c'est plutôt la faute aux Européens qui nous dirigent. Oui, effectivement, on est d'accord. Si tout le monde avait la même volonté de puissance que les États-Unis, on n'en serait peut-être pas là. Et puis enfin, les États-Unis n'ont pas besoin de l'OTAN en Irak parce que toutes les sociétés ont des armées de mercenaires qui seront à la botte des Américains de quelque nationalité qu'elle soit. On avait effectivement parlé des SNP, de cette société guerre privée qui était en train de se mettre en place en Irak. Alors on voulait parler, Xavier von Lier, de la défense et de l'industrie de défense européenne. Vous pouvez nous en parler en 1 minute 12 ? En 1 minute 12, je vais me concentrer sur un seul accord alors. C'est l'accord intervenu lors d'un récent salon de l'industrie de défense entre EADS et Dassault, un accord qui s'appuie sur des éléments concrets puisqu'il s'agit de développer en commun 2 programmes de ce qu'on appelle des drones, c'est-à-dire des avions sans pilote, mais cet accord peut avoir une ampleur bien plus importante car les drones, les programmes de drones constituent des bases technologiques sur lesquelles on peut ensuite construire de nombreux systèmes d'armes. Et au-delà des drones, ce qui est intéressant, c'est que ce rapprochement met fin non pas à la brouille, mais à l'éloignement entre ces 2 géants aéronautiques français, disons, puisque ADS est quand même majoritairement franco-allemand, mais enfin principalement français en l'occurrence pour ce qui est de l'aéronautique. Donc met fin à cette brouille entre ces 2 géants et que ça va donc permettre de créer enfin un grand projet d'avion européen, continental, cohérent et qui soit concurrent de la seconde génération. Donc c'est pour développer l'avion qui va remplacer le Rafale, cohérent et capable donc de l'emporter sur de nombreux marchés européens face à ses concurrents américains. Et ça c'est une excellente nouvelle, une nouvelle qui va bien au-delà d'un petit accord industriel. C'est l'ébauche d'une grande industrie de défense européenne et qui pourrait s'étendre d'ailleurs à terme, si cela fonctionne, à bien d'autres secteurs. On sait que Michel Alliot-Marie a confirmé récemment, ne cesse de confirmer la volonté de créer une sorte d'EADS naval, c'est-à-dire de reprendre le modèle de cette fusion entre industrie de défense européenne, mais dans le domaine naval, et que ce dossier progresse très très bien. On pourrait citer encore d'autres éléments qui feront plaisir à notre invité qui va bientôt avoir la parole. C'est la volonté de Galiléo de mettre en commun certains satellites avec le système russe de positionnement par satellite. On sent que donc les choses se mettent en place. Ça ne va jamais aussi vite qu'on le voudrait, ce qui suscite des sarcasmes de certaines personnes désobligeantes. Mais ça avance tout de même et c'est une excellente nouvelle pour notre continent, pour les futures générations. Merci pour cette conclusion de notre première demi-heure.
Bien, nous reprenons pour cette seconde demi-heure des chroniques de la vieille Europe sur Radio Courtoisie et nous accueillons notre invité. Notre invité est ce soir Henri de Grossouvre. Henri de Grossouvre, bonsoir. Vous avez un nom qui est connu. Vous-même, vous êtes connu des auditeurs de Radio Courtoisie et dans les chroniques de la vieille Europe, nous ne pouvions pas ne pas discuter avec vous d'un concept qui est plus qu'un concept pour vous puisque c'est le titre de votre livre Paris, Berlin, Moscou. Et alors je dis tout de suite aux auditeurs que ce livre a été écrit et édité en avril 2002, réédité en novembre 2002. Il y a même une édition italienne qui a paru en mai 2004. Et je mentionne la date d'avril 2002 parce que c'est vrai que depuis un certain temps, et nous les premiers, depuis l'axe diplomatique à l'ONU à l'occasion de l'entrée en guerre des États-Unis en Irak, on a vu se constituer un axe Paris, Berlin, Moscou et tout le monde, nous les premiers, en a abondamment glosé, mais donc vous avez écrit ça en avril 2002 et cet axe n'existait pas ou n'existait peut-être que dans les rêves les plus secrets de certains et rien n'était favorablement esquissé. Donc vous l'avez écrit, vous avez documenté cette vision Paris-Berlin-Moscou par un certain nombre de propositions même très concrètes, de partenariats entre les trois capitales et leur sphère d'influence. Et puis aujourd'hui, vous créez une association Paris-Berlin-Moscou. Alors cette association, qu'est-ce qu'elle a donc elle a un comité de patronage absolument impressionnant. Je pense que vous en parlerez avec des correspondants dans toute l'Europe. Et donc vous avez appelé ça des délégués régionaux. Donc puisque les pays d'Europe sont donc les régions de la Grande Europe, c'est parfait. Alors l'association, c'est quoi? C'est le rassemblement du fan club de ceux qui ont apprécié votre livre. C'est-à-dire que ce livre, comme vous venez de le dire, est paru presque un an avant que ce soit un sujet d'actualité, avant que dans l'actualité, les grands quotidiens de la presse européenne et même mondiale titrent Paris, Berlin, Moscou. Donc il y a eu une dynamique, j'ai bénéficié d'un effet d'un petit peu d'avance et de prescience. Et il y a eu une dynamique qui s'est créée autour de ce livre dans tous les partis, dans des milieux politiques que je ne soupçonnais pas, que je n'aurais pas soupçonné être des militants de la grande Europe. Et à partir de ce réseau qui s'est constitué dans toute l'Europe, j'ai tissé des liens, j'ai pris des contacts, j'ai rencontré les personnes. Ça va de la France jusqu'en Russie, en passant par l'Europe centrale, bien sûr, l'Europe du Sud. Et à partir de ces réseaux, je me suis dit qu'il y avait j'ai senti un accueil très favorable. Dans des milieux différents, dans les milieux industriels, dans des milieux universitaires, dans des milieux politiques. Et j'ai voulu concrétiser ces énergies, les rassembler pour remonter cette association et qui a vocation à organiser des séminaires, à organiser des conférences, à sensibiliser l'opinion sur des questions stratégiques, toutes les questions stratégiques européennes. Alors, évidemment, donc votre livre, j'ai oublié de le préciser, a été publié aux éditions L'Âge d'Homme. Et alors pour ceux qui n'auraient pas lu le livre, la question que tout le monde se pose, c'est Paris, Berlin, Moscou. Est-ce que c'est un slogan? Est-ce qu'on peut construire une réalité tangible dessus? Est-ce que c'est concret? Est-ce qu'on peut densifier cet axe? Est-ce que ça avance? Quelles sont les forces qui tendent vers la création de cet axe ou qui freinent? Quel est le diagnostic que vous portez là-dessus? Aujourd'hui, tout semble perdu. Tout semble perdu parce que la démographie européenne est catastrophique. Nous sommes largement en dessous du seuil de renouvellement des populations. Les pays sont impuissants, sont encore les seuls qui ont un mot à dire, mais sont impuissants seuls. Et l'Union européenne, quant à elle, l'Union à 15 était impuissante, selon le mot de Verhofstadt, et à 25, évidemment, le faible pouvoir de l'Union qui était en train de se constituer est dilué, et nous sommes devant une impasse. Même si la Constitution, le projet de traité constitutionnel passe, ce qui est très, très peu vraisemblable, les choses seront difficilement gérables à 25. Donc la seule alternative aujourd'hui, qui je crois et peut se réaliser, mais encore là c'est quelque chose de virtuel. Il y a des discussions, il y a des choses concrètes, mais il n'y a rien, enfin des discussions, des projets concrets, mais il n'y a rien qui n'a encore été concrétisé. Je pense que la seule alternative à l'impuissance de l'Europe à 15 et de l'Europe à 25, c'est un noyau dur européen. Ce noyau dur européen ne peut se faire que sur une seule base,
c'est la base franco-allemande ouverte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire préparer l'opinion à une union franco-allemande, à une confédération, voire une fédération franco-allemande, qui sera ouverte aux pays qui naturellement sont de biculture franco-allemande. Je pense à tous les pays de l'ancienne Lotharingie qui sont entre la France et l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, voire l'Italie pour la partie nord. Donc c'est ouvert, évidemment, on va pas couper l'Italie en morceaux, mais cette base franco-allemande, ce noyau dur franco-allemand ouvert à la Belgique, au Luxembourg d'abord, ensuite à l'Italie, à l'Espagne, sera à même de créer l'Europe politique et de avancer, continuer à avancer sur les questions, parce que le temps presse. Nous sommes, il y a un problème démographique, il y a un problème technologique, c'est-à-dire que toutes les technologies de souveraineté dont on a évoqué, là c'est une très bonne transition, ce qui a été fait tout à l'heure entre EADS et Dassault. Si nous ne mettons pas en place dans les domaines qui sont les domaines de la souveraineté européenne, des technologies de souveraineté, qui font actuellement la différence en faveur des États-Unis, c'est-à-dire le spatial, l'aéronautique, l'énergie. Si nous ne mettons pas en place au sein de ce noyau dur, donc sur une base franco-allemande, là il y a une question délicate parce qu'il faut une défense européenne sans les Britanniques est très peu crédible. Et il est difficile d'intégrer les Britanniques dès le début parce qu'évidemment, ils vont freiner le processus. Donc l'idée, c'est, par exemple, concrètement, de construire des avions de 5e génération avec les Russes. EADS qui est une société franco-allemande, par définition, puisque l'actionnariat majoritaire est franco-allemand, a des coopérations très avancées, très poussées avec la Russie. C'est une des sociétés aéronautiques et spatiales les plus implantées en Russie, a des projets depuis un certain temps dans le domaine spatial et dans le domaine aéronautique. Par exemple, construire un avion de 5e génération. Et si nous construisons dans ce domaine-là un avion de 5e génération avec les Russes, nous avons tout pour avoir le meilleur avion du monde. C'est-à-dire que parce que les Russes ont les meilleures cellules au monde, et nous, Européens, la France, même dans ce qui concerne l'avionique, a la possibilité d'être totalement complémentaire de ce projet des cellules russes. Nous avons les moyens, sur une base franco-allemande avec les Russes, de créer le meilleur avion du monde de 5e génération. Voilà, et puis on peut rappeler également qu'il y a dans le domaine spatial, très prochainement, les lancements russes vont pouvoir se faire depuis Kourou, ce qui est une première. Grégoire Gambier, vous aviez une question, un commentaire? Oui, tout à fait, parce qu'avant peut-être d'en venir aux industries de défense et aux systèmes d'armes, qui sont des éléments essentiels évidemment de souveraineté. Donc si j'ai bien compris votre propos, votre vision, c'est bien une alliance de la vieille Europe carolingienne avec la Russie éternelle. Si je résume grossièrement votre propos, mais j'ai pas bien suivi avec la traduction mystique de ma mise en œuvre opérationnelle et économique. Voilà. Mystique, historique, c'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison si vous regardez la carte de l'opposition à la guerre en Irak, premièrement. Deuxièmement, la carte de l'Europe culturelle la plus avancée, ce qu'on appelle la vieille Europe, qui n'est rien d'autre que l'Europe européenne. Deuxièmement. Et troisièmement, l'Europe qui est économiquement et culturellement se différencie du reste de l'Europe centrale et de l'Europe du Sud, c'est l'Europe carolingienne. Oui, tout à fait. Donc il y a bien sûr une continuité dans l'histoire, et c'est sur cette base-là que l'on peut construire quelque chose parce qu'il y a une vraie unité culturelle, et c'est sur cette base-là que l'on peut construire. Alors bien sûr il faut rappeler les continuités historiques, mais ces continuités historiques ont des impacts très pratiques dans le domaine économique, dans le domaine des coopérations industrielles. Ah non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. J'ai bien compris, enfin, il me semble avoir compris la base de cette alliance, la façon dont elle pouvait s'organiser de façon très pragmatique, donc, puisque vous en parliez. Ce que je n'ai pas bien saisi, c'est sur quelle vision géopolitique ou géostratégique alternative et crédible à la thalassocratie américaine pouvait-elle se fonder pour être séduisante, notamment à l'égard des autres peuples et nations d'Europe qui
qui visiblement traînent pour l'instant des pieds. L'avantage de la France, de l'Allemagne et de la Russie, c'est qu'elles ont chacune sur une partie de l'Europe un rôle de pivot, un rôle central et un rôle de pivot. La France sur l'Europe de l'Ouest, une partie de l'Europe du Sud. Enfin, la France, si vous regardez une carte, la France est en plein milieu de l'Europe de l'Ouest. La France est le seul pays qui participe à la fois de l'Europe du Nord, de l'Europe du Sud, et qui a une façade atlantique. C'est une sorte de résumé d'Europe. C'est une péninsule à elle toute seule qui est un résumé de l'Europe. Oui, pas qu'au niveau géographique, au niveau ethnique et culturel aussi. Enfin, jusqu'à il y a 50 ans en tout cas. Oui, tout à fait. Au niveau, à tout point de vue, c'est le centre de l'Europe occidentale. L'Allemagne, quant à elle, est au centre de la plus grande Europe. C'est pour ça que ses frontières sont mouvantes. Les frontières de l'Est françaises ont toujours été sujettes à caution, n'ont pas toujours été strictement établies. L'Allemagne étant au milieu et jouant ce rôle sur l'Europe centrale et a des frontières mouvantes et a un rôle de pivot sur une grande partie de l'Europe, sur toute l'Europe centrale. Et la Russie, sur l'Europe orientale, bien sûr, mais en plus, et ce qui est un élément clé, la Russie est la porte vers la zone Pacifique, qui est la seule zone aujourd'hui à la fois en développement démographique et économique, à l'exception du Japon. Le problème, jusqu'à peu de temps, si vous regardez les analyses des stratèges américains, leur problème au XXIe siècle, c'est pas l'Europe, ce sera peut-être l'Europe, c'est la Chine. Bien sûr, oui. Parce que c'est la zone qui est on entend en ce moment le délire des investissements et raison de plus vu de Washington pour qu'il n'y ait pas d'Europe cohérente qui s'organise. C'est ce que nous disions en début d'émission à propos de la Turquie, pour être sûr de pas être gêné sur ce flanc-là et s'occuper du vrai problème qui sera la Chine. Bien sûr. C'est pour ça que la Russie est un élément clé. C'est un élément clé par exemple pour l'énergie. Parce que la Chine a des réserves de pétrole très importantes, a été pendant quelques mois, en début 2003, la Russie. La Russie, pardon, j'ai dit la Chine. Oui, je pensais la Russie. Vous avez entendu la Russie aussi. Oui. A été pendant quelques mois à une production de pétrole supérieure à celle de l'Arabie Saoudite, a des capacités, a des réserves de gaz les plus importantes du monde, et encore une fois, et cette ouverture vers la Chine. Vers le Pacifique, vers toute cette zone. Et toute cette zone, à partir du moment où vous avez ces trois pays qui ont une masse critique suffisamment importante pour créer des stratégies, des coopérations que l'on rendra irréversibles, c'est bien le but du jeu, à partir du moment où il y a des coopérations irréversibles qui lient de manière permanente ces pays, ça veut dire que l'ensemble du continent européen, voire eurasiatique, est lié. Et à partir de là, c'est gagné. C'est-à-dire que le continent eurasiatique, à lui tout seul, a la majorité des réserves de matières premières, d'hydrocarbures et de population et de richesses culturelles du monde. Et ça, les Américains le savent. C'est la base de toutes les réflexions géopolitiques. Oui, depuis le début, je vais peut-être m'appuyer sur un romancier pour parler à un géopolitologue sur Vladimir Volkov, puisque on a l'impression en vous écoutant et au fur et à mesure de plus en plus qu'en fait la vraie puissance de l'axe Paris-Berlin-Moscou, surtout la puissance à venir à bien des égards, c'est la Russie. Donc est-ce que c'est bien une alliance à trois que vous concevez, ou à côté de l'Allemagne et de la France qui à bien des égards sont des pays fatigués avec des peuples qui sont déjà des retraités de la grande histoire, en tout cas qui à bien des égards se conçoivent déjà comme ça, c'est la Russie avec ses immenses réserves, je parlais de Russie éternelle tout à l'heure, qui est l'avenir de l'Europe dans une génération. La situation de la Russie est pas si rose parce que d'un point de vue démographique par exemple, le taux de natalité en Russie est largement inférieur au taux français et allemand. Ça semble davantage réversible. C'est ça qui est. Les statistiques montrent que ça y est, ça remonte. Non, c'est réversible. C'est réversible comment? Avec des moyens. Et pour avoir des moyens, il faut un développement économique, il faut une politique industrielle, il faut les moyens pour mettre en place une politique de soutien de la natalité, une politique familiale, ce sont des moyens financiers. C'est-à-dire soutenir les ménages qui sont à même d'avoir des enfants, soutenir leurs revenus relatifs.
et ça, ce sont des politiques qui coûtent beaucoup d'argent. La Russie actuellement n'a pas les moyens de mener cette politique, bien que le président Poutine ait plusieurs fois souligné l'importance du danger pour la Russie. Oui, alors là, simplement sur la démographie, pour rebondir là-dessus, puisque l'Allemagne de l'Est, notamment, enfin à la grande époque, avait une politique de soutien, enfin de politique familiale très très volontariste et un taux de natalité très faible. Alors que le strict rapport du revenu même relatif, vous faites bien de dire relatif, est-il suffisant pour asseoir une vitalité démographique, ou n'est-ce pas aussi une conscience, une fierté retrouvée d'une communauté qui à un moment donné de l'histoire se dit bah oui, c'est reparti, on a de nouveau un avenir, et c'est un peu ce qu'on est peut-être en train de voir en Russie. Sur la démographie, puisque les dernières statistiques, je crois qu'on en a parlé à la dernière émission, montrent que la démographie russe, même si elle part de très loin, repart dans le bon sens. La question en fait de la Russie, c'est comment je fais pour garder un budget qui doit être en extension, aujourd'hui je suis servi par le cours du pétrole qui est exceptionnellement haut, comment je fais pour garder un équilibre budgétaire avec des moyens pour reconstruire un pays. Je rappelle que sous l'ère d'Eltsine, la Russie a perdu 40% de son PIB et qu'aujourd'hui l'objectif de Poutine est de doubler le PIB de 2000 à 2010. Aujourd'hui, avec une tendance à 7% par an, la Russie y parvient, mais il n'est pas dit que dans les 5 à 6 années qui viennent, les prix du pétrole le permettent. Je voudrais lier notre discussion à une question d'une auditrice. Alors d'abord, parce que nous avons quand même des messages positifs. Enfin, un souffle d'air frais et des perspectives maintenant réjouissantes. Bon courage. Mais également, j'admire votre optimisme. Moscou comme Berlin auront toujours les yeux de chimène pour les États-Unis. Alors, est-ce que, d'après vous, Moscou et Berlin auront toujours les yeux de chimène pour les États-Unis ? Il y a une révolution, et ça personne s'en est rendu compte en France, parce que les Français d'une manière générale s'intéressent peu aux questions de politique internationale, et encore moins à l'Allemagne. Il y a une révolution qui s'est produite en Allemagne, qui est irréversible. Il y a les livres les plus vendus pendant la guerre d'Irak dans les gares allemandes, c'était Stupid White Man de Michael Moore, et c'était Brandt, la traduction du livre de Todd sur les États-Unis. Oui. Bon, moi j'habitais en Autriche à cette époque-là, et je suivais les informations allemandes quotidiennement. Et je connais bien l'Allemagne, parce que j'ai fait une partie de mes études, et j'y retournais depuis régulièrement pour mon travail. On ne pouvait pas, surtout dans les milieux conservateurs, dans les milieux de droite, critiquer les États-Unis. C'était un tabou total. Ce tabou a sauté complètement. On voyait Scholl-Latour, qui est un des spécialistes, un des seuls hommes qui soit sur une ligne gaulienne pour aller très vite, grand continental européenne, et qui est en même temps quelqu'un de franco-allemand, qui est un spécialiste du Proche-Orient, qui intervenait presque quotidiennement, et c'était incroyable, c'était délirant. Quand on connaît l'Allemagne d'avant les années 90, 92, c'était quelque chose de totalement délirant. Aujourd'hui, cette tendance, j'en discute régulièrement avec des spécialistes de l'Allemagne, cette tendance est, je crois, irréversible. Donc, c'est quelque chose, et l'Allemagne est de toute façon tellement liée à la Russie, d'une part économiquement, et d'autre part à la France, ce sont les deux pays avec lesquels l'Allemagne a le plus de liens économiques, que par la force des choses, et d'autre part, ce mouvement est quelque chose de très profond dans l'opinion publique, c'est quelque chose d'irréversible. Bon, il y a le problème Merkel. Merkel est une atlantiste, elle est vraisemblablement... Donc on rappelle pour nos auditeurs que Merkel est la patronne de la CDU allemande, le parti de droite, qui devrait très logiquement arriver au pouvoir aux élections législatives de 2006. Donc Angela Merkel serait-elle chancelier? Dans ce cas-là, y a-t-il risque que la politique extérieure allemande change? Je crois que ça vaut le coup de... on connaît un peu plus la situation en France, on devrait être à peu près d'accord sur ce qui se passe en France. Je crois que ça vaut le coup de s'attarder un peu sur la situation allemande. Du côté SPD, il y a eu le retournement de la politique après la réélection de Schröder, qui semblait au départ, que j'ai cru moi-même au départ, plutôt démagogique. Je crois maintenant que c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond. Quand on voit que des proches de Schröder, comme Günter Grass, le romancier de gauche, disait dans un débat télévisé, l'Allemagne avant la réunification n'était pas souveraine. Aujourd'hui, elle est souveraine et elle fait un très bon usage de sa souveraineté.
dans le débat sur la crise irakienne. Quand vous voyez d'autre part des gens comme Egon Bahr, aussi social-démocrate, qui a un vrai discours d'Europe puissance, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve plus souvent qu'on ne le croit au sein des sociaux-démocrates allemands. Donc il y a quelque chose du point de vue du côté social-démocrate qui semble à peu près établi. Il y a aussi le point d'interrogation Fischer qui est vraisemblablement l'homme des Américains, même si c'est quelqu'un de très habile, de très adroit, qui sait jouer, ne pas prendre l'opinion publique à contre-courant. Mais bon, du point de vue du côté social-démocrate, du côté conservateur, la ligne majoritaire du parti semble être encore atlantiste. La ligne majoritaire menée par Merkel. Mais des gens comme Karl Lammers, qui avait fait la proposition du noyau dur il y a quelques années, et comme Merz, même s'il est plus discret, est aussi sur cette ligne-là, ou comme Jürgen Rüttgers, qui a récemment, avec Karl Lammers, publié un papier. J'ai un article du Monde là devant les yeux relatant ce papier de ces deux hommes de la CDU, deux personnalités de la CDU appellent de leur vœu une redéfinition des relations transatlantiques. Il y a un vrai débat au sein de la CDU qui fait que même si la CDU revient au pouvoir, il n'y aura pas une remise en cause totale des nouvelles orientations de l'Allemagne. Et qui donne un terrain favorable à cette qui est la seule possibilité, à un rapprochement, une mise en commun des efforts dans les domaines stratégiques de politique étrangère et de défense entre la France et l'Allemagne, ouvert aux autres pays pour créer une dynamique de politique en Europe. Xavier Van Lian, une question et après une question de Patrick PL. Oui, ma question porte sur l'Allemagne. On avait l'impression, peut-être à tort, que plus encore en Allemagne qu'en France, l'opposition et la fronde face aux États-Unis lors de la crise irakienne était fondée sur des arguments ou des sentiments justement un peu lénifiants. C'est-à-dire que cette montée en puissance de l'Europe, paradoxalement, en tout cas de la France et de l'Allemagne, était fondée dans le discours sur le refus de la puissance. C'était vrai en France, mais on avait le sentiment que c'était encore plus vrai en Allemagne. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est une illusion? Ça l'a été pendant longtemps. Il faut savoir que le pacifisme allemand, ce qui est quelque chose de très profond, qui n'est pas condamnable, bien au contraire, dans la société allemande, le pacifisme allemand est malgré tout très ambigu. Parce que le pacifisme allemand n'est pas le pacifisme français. Le pacifisme allemand, la gauche allemande, la politique allemande n'a rien à voir avec la politique française. Et vous trouvez chez les Verts, dans le pacifisme allemand, une sorte de revendication presque patriotique, pour utiliser des références françaises. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas d'abord juger en bloc comme on le jugerait en France, premièrement, et d'autre part, c'est en train de changer. Parce que le discours, au départ, il y a 2-3 ans, les sociodémocrates avaient du mal avec l'Europe puissance. Ils critiquaient pour des raisons pacifistes la politique étrangère des États-Unis, mais ils ne voulaient pas entendre parler d'Europe puissance. Maintenant, encore une fois, comme je prends l'exemple de ce livre qui a eu beaucoup d'écho en Allemagne, d'Egon Bahr, Der Deutsche Weg, Selbstverständlich und Normal, la voie allemande qui va de soi et qui est normale, est un signe fort. Qui est encore, bon, le titre est un peu trompeur, ça doit être un titre de l'éditeur, parce que ce livre parle plus de l'Europe que de l'Allemagne. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et je ne crois pas que... on n'est pas dans la sortie de l'histoire que fustigeait Kagan ou qu'il marquait. Habermas et Derrida sont des patriotes européens constitutionnalistes d'une sortie de l'histoire européenne, du droit européen, une espèce de qui est juste un pas vers une sorte de démocratie mondiale. Oui, ces gens-là. Mais ça, c'est la vieille génération. Sloterdijk, qui est aussi encore une fois un homme de gauche, dit des choses très intéressantes sur l'Europe, a une vision très lucide de la politique internationale et est de plus en plus constructif et positif sur les chances. Mais évidemment, encore une fois, nous sommes à la veille de la perte de la dernière bataille.
Mais c'est comme Napoléon disait que c'est au moment où la victoire est imminente que le danger est le plus grand. Mais aujourd'hui, je pense, il y a un peu, pour des raisons un petit peu irrationnelles aussi, un peu intuitives, mais je me suis, en tout cas sur les grandes lignes, je me suis pas trompé jusqu'à présent. Je crois que tous les éléments sont en notre défaveur, mais que malgré tout, il y a quelque part une petite flamme qui peut s'appuyer sur des choses concrètes. Il y a des personnes convaincues et très actives dans des milieux politiques très variés qui convergent tous dans le même sens. Et je crois que cela va se faire, que je crois qu'il y aura, bon, il faut espérer que ce ne sera pas trop tard, mais qu'il y aura un noyau dur auquel vont s'agréger d'autres pays, auquel vraisemblablement la Grande-Bretagne s'agrégera aussi, en alliance avec la Russie, et qui va remettre totalement en cause les équilibres mondiaux. Patrick Péal, une question. Oui, en parlant de la Grande-Bretagne, justement, le problème, est-ce qu'on ne fait pas une erreur en voulant... parce que c'est vrai que la guerre d'Irak a amené cet axe, Paris-Berlin-Moscou, mais ne faudrait-il pas faire en même temps cet axe avec Londres? L'histoire nous a trop montré que l'Europe sans l'Angleterre était souvent un échec. On voit que même sur la position de l'Irak, Tony Blair a été, même dans son propre parti, mis en minorité, quelque part, qu'il y a un changement de mentalité de l'Angleterre vis-à-vis de l'Europe, et ce serait pas le moment, en fait, de s'allier sur un vrai axe avec Londres en même temps, qui amènerait peut-être, vis-à-vis des Américains, une base beaucoup plus sérieuse que cet axe Paris-Berlin-Moscou. Même tout ce qui les arrime Londres de Washington est bon à prendre. Ouais. Une réponse en 20 secondes, s'il vous plaît. Le moment est venu de discuter avec les Britanniques et de créer. Nous avons une agence atomique, une agence de défense européenne qui a été faite avec l'aval des Britanniques. Encore il y a un an, c'était totalement impensable. Donc sur des choses très ponctuelles, il y a des choses à faire, il y a des coopérations à établir avec les Britanniques. Mais les Britanniques ne seront jamais moteurs, comme peuvent l'être la France et l'Allemagne, pour l'Europe politique. Donc il faut sélectionner des thèmes ponctuels pour discuter. Il y a une remise en cause totale en Angleterre, même dans les milieux, et surtout dans les milieux conservateurs, de Blair et de Bush. Les journaux et certains milieux stratégiques britanniques traitaient Blair du caniche de Bush. Donc s'il faut dire aux Anglais, est-ce que vous préférez être le caniche de Bush ou le lion de l'Europe ? Merci. Je voudrais terminer cette demi-heure avec Henri de Grossouvre sur Radio Courtoisie avec quelques messages. Tout d'abord, bravo à Henri de Grossouvre pour son livre et ses propos. Je suis moi-même, nous dit une auditrice, ainsi que beaucoup de mes amis, une fervente partisane de l'axe Paris-Berlin-Moscou. Un auditeur nous dit « Je vous écoute avec bonheur, enfin des jeunes. L'axe Paris-Berlin-Moscou doit devenir le grand projet de demain pour l'Europe. » Et vous avez eu un précurseur en la matière de Guillaume Fay qui a développé l'idée d'Eurosibérie en 1998. Ouais. C'est pas exactement la même chose, mais pourquoi pas. Un mot là-dessus ? Un mot. Je voudrais attirer l'attention sur l'association et le site de l'association Paris-Berlin-Moscou. Je voulais y revenir. Je vais terminer par ça. Je termine un dernier message parce que il faut donner la voix à tous et puis c'est l'occasion de répondre à certains messages. Juste, un auditeur nous écrit « J'ai rarement entendu dire autant de bêtises en aussi peu de temps. Votre idéologie européiste est atterrante. Si c'est ça la jeunesse, vive la vieillesse. Vous avez une mentalité d'étranger. » Alors l'accusation juste pour dire à ce monsieur, et je pense qu'au moins les animateurs, parce que je ne vais pas engager notre invité, mais on est d'accord là-dessus. Nous, on a 30 ans aujourd'hui. Je voudrais dire à ce monsieur que sa génération nous a laissé aujourd'hui un pays qui est envahi, un pays qui est ruiné et un pays qui est culpabilisé. Alors, ce monsieur a le droit de défendre sa génération. Je prétends, moi, que la mienne a le droit de chercher tous les chemins pour sortir de cette ornière. J'en terminerai là-dessus pour effectivement parler de l'association Paris-Berlin-Moscou, dont je peux donner les coordonnées, Henri de Grossouvre. Donc, association Paris-Berlin-Moscou, son adresse c'est Treves, Treve2se, 03230 Lusigny. Donc Treves, 03230 Lusigny. Vous pouvez donc écrire et adhérer à l'association. La cotisation de membre simple est de 30 €. La cotisation de soutien de 150 €.
Et alors, le site internet, si vous voulez nous le présenter rapidement, en 30 secondes. Oui, vous pouvez trouver des informations sur cette association sur le site www.paris-berlin-moscou.org. Je répète, www.paris-berlin-moscou.org, qui est un site consacré à tous les thèmes dont nous venons de parler, c'est-à-dire la coopération euro-russe, le noyau dur franco-allemand, les questions de défense européenne, les questions d'énergie, les questions stratégiques, voilà, et qui est une base ouverte qui attend les contributions des avisés et qui surtout cette association vient d'être créée et elle demande à avoir le plus d'adhérents possible. Henri de Grossouvre, merci beaucoup pour cette association, également pour cette demi-heure. Nous avons ouvert de nombreuses perspectives, beaucoup de messages. Vous restez avec nous si vous le souhaitez pour la 3e demi-heure et nous partons donc sur notre programme culturel. Bien, nous nous retrouvons toujours sur Radio Courtoisie, ces chroniques de la vieille Europe, avec Grégoire Gambier, journaliste, Xavier Van Lier, rédacteur en chef de Relève Politique, Henri de Grossouvre, notre invité, votre serviteur Philippe Christel, et le grand maître de cette dernière partie, Patrick PL, journaliste, qui a dû donc nous concocter un programme culturel, j'espère à la hauteur de nos débats passionnés de tout à l'heure. Culturel, mon cher Philippe. Comme d'habitude, je vais vous poser une question, Philippe. C'est toujours sur moi que ça tombe. Toujours, vous êtes juste à côté de moi. Je vous propose un nouveau régime. Oh, il y en a marre des régimes. Pour l'été, c'est de manger du McDonald's matin, midi et soir, avec un minimum d'exercice physique. Est-ce que ça vous intéresse? Non, pas trop. Je préfère le confit de canard. Bon, alors, si vous voulez connaître le résultat, c'est simple, il faut aller au cinéma. C'est sorti aujourd'hui. C'est un documentaire qui sort aujourd'hui sur nos écrans. Un film de Morgan Spurlock. Super Size Me, en français, grossis-moi. Morgan Spurlock a décidé de manger matin, midi et soir du McDonald's pendant un mois sous surveillance médicale. Le résultat, il est incroyable. C'est 13 kilos en plus, le foie épuisé, cholestérol au plafond, état dépressif, impuissance sexuelle et hyperactivité. Et les médecins ont été clairs, le réalisateur était en danger de mort à mi-parcours. Alors le film a très bien marché aux États-Unis, et si on veut combattre ce fléau, il est temps que l'État français prenne aussi des mesures pour qu'on ne se retrouve pas dans le même état que l'Amérique. Il faut savoir qu'en France, je vais vous donner quand même quelques chiffres alarmants, simplement pour les adolescents, 84% de gâteaux en plus en 5 ans, 17% de boissons sucrées, 80% de pizza et 24% de biscuits pour nos adolescents. En conclusion, on doit se battre si on ne veut pas ressembler à cette nouvelle Amérique vis-à-vis de la vieille Europe, et que les pseudo-produits allégés et que le fast-food qu'il y ait un véritable boycott. Normalement, l'État a décidé de prendre quelques mesures. Par exemple, on a décidé de supprimer les distributeurs de boissons dans les écoles. Il fallait savoir que dans toutes les écoles de France, il y avait des distributeurs de soda et de gâteaux qui viennent des grandes industries américaines. Il faudra augmenter la TVA sur les fast-foods qui sont moins taxés que les restaurants et interdire la publicité avec des enfants sur les produits d'alimentation. Malheureusement, Danone vient de signer un contrat avec Zidane. Alors heureusement, sur une période de 10 ans, heureusement, la France a perdu au football et peut-être que Zidane ne sera plus le héros de notre jeunesse. Donc un seul mot d'ordre, un boycott total de McDonald's, et je félicite une seule région de France, la Corse, qui n'y a aucun McDonald's sur son territoire. Et c'est en France, non ? Oui. C'est en France, en Europe en tout cas. Rigole.
En tout cas, c'est en Europe. On va encore avoir des mots. On va encore avoir des messages de agréables. Donc je vous rappelle le titre du film, Super Size Me, en français Grossis-moi, de Morgan Spurlock. Littérature, roman. Enfin. Alors depuis quelques mois, je me suis aperçu qu'en allant au travail dans le métro, je prends la ligne 1, vous savez, la ligne qui va vers la Défense. Je suis pas là pour raconter ma vie. Mais... C'est un petit peu, visiblement, au McDo de la Défense. Non mais c'est important, vous avez souvent énormément de cadres, et je me suis aperçu que ces jeunes cadres dynamiques, dans leurs superbes costumes à la mode, achetés dans le sentier en règle générale, ne lisent plus la presse économique. Énorme surprise, ils lisent un énorme roman. Incroyable, nos futures élites ont-ils changé? Le capitalisme et la libre entreprise ne feraient plus recette et se seraient remplacés par la littérature et la culture. Donc j'ai enquêté, quel est ce roman qui passionne nos chers cadres? Alors le nom de ce roman, c'est Da Vinci Code, de Dan Brown. C'est un roman américain d'un professeur d'anglais et d'historien de l'art. Alors l'histoire est passionnante, vous allez voir. C'est Harlan Coben, un éminent spécialiste de symbologie de Harvard, est convoqué au Louvre pour examiner une série de pictogrammes en rapport avec l'œuvre de Vinci, Léonard, le cher peintre. En déchiffrant le code, il met au jour l'un des plus grands mystères de notre temps, et devient un homme traqué. En tout cas, tout y est dans ce roman. Vous avez le Graal, les manuscrits de la mer morte, Disney, les Templiers. Le complot. Les Templiers fondés par le célèbre roi Godefroy de Bouillon. Faut dire que le livre est rempli d'erreurs historiques. C'est de l'Uchronie. L'ère du Verseau, Léonard de Vinci. Le plus drôle, c'est le prénom typiquement français de l'inspecteur de police, Bézu. Ça s'invente pas. Mais le pire dans ce roman pseudo-historico-ésotérique, c'est la nullité des énigmes. Prenons un exemple. 3 éminents experts... Mais tout ça, là, c'est pour dire du mal des cadres, ça, non? Ah non, pas du tout. La chute, ça va être ça. Je sens que ça va être ça. Les trentenaires qui vont travailler. Je vous sens viser... Donc, les énigmes sont passionnantes. 3 éminents experts mettent un chapitre entier dans le livre à découvrir qu'un texte qu'ils croient codé ou écrit dans une langue ancienne ou inconnue est en fait simplement à l'envers. C'est-à-dire, vous savez, ce texte, vous n'arrivez pas à lire, vous le mettez dans un miroir, et c'est du Harry Potter. C'est digne du manuel du Castor Junior. Voilà. Mais il y a de vraies révélations, parce que ce livre a des vraies révélations. Le Vatican, oui. Et plus précisément, l'Opus Dei se sont fixés pour but de taire certaines révélations dont la diffusion aurait pour effet de ruiner la foi qu'ils ont mis 2000 ans à ériger parmi les populations occidentales. On a vraiment peur. C'est vrai que l'Opus Dei, le Vatican, est une vraie menace sur l'Europe. Alors après avoir lu, je peux vous confirmer que Da Vinci Code, qui est quand même un best-seller, ça, est le livre le plus nul de l'année. Et pourtant un vrai best-seller. Bref, nos jeunes cadres français vont en sortir encore plus idiots. Voilà. Oui. Vous voyez, vous y voilà. Mais dans leur pavillon et autour d'un barbecue, ils pourront jouer aux pseudo-historiens en parlant du grand complot chrétien. Ton problème, c'est que tu es cadrophobe. Non, je le suis moi-même, alors... Bon, Xavier Van Lier, vous avez des choses à nous raconter, vous? Eh bien, écoutez, je dois avouer... Qui ne nous mettra pas en difficulté avec 85% de notre auditorat? Non, je pense que je vais faire une tentative pour nous réconcilier avec notre auditorat. J'ai cherché désespérément un livre récent, une œuvre récente d'un auteur récent qui puisse faire l'objet d'une chronique, et je n'en ai pas trouvé parce que je voulais dire du bien, je voulais pas faire comme notre ami. Forcément, quand on parle des choses récentes, souvent on dit du mal. Ce soir, j'ai envie de dire du bien, donc j'ai choisi de vous parler d'un livre qui s'appelle Première et dernière nouvelle, qui est signé d'Antoine Blondin. Antoine Blondin étant trépassé, il va de soi que ce sont des nouvelles qui n'avaient pas encore été publiées, du moins sous forme de livre. Il y a des nouvelles inédites, il y en a qui étaient parues dans la presse et qui ont été rassemblées donc par les éditions de la Table Ronde. Il faut souligner que les éditions de la Table Ronde sont plutôt en forme en ce moment d'ailleurs, puisqu'elles ont décidé de sortir à nouveau la revue de la Table Ronde, qui s'appelle précisément les Cahiers de la Table Ronde, avec un certain nombre de contributions intéressantes, comme celle de Jean-Christophe Buisson, qui interviewe le cinéaste canadien Denis Arcand, qui nous dit tout, non pas tout le mal, mais toute la compassion qu'il peut avoir pour la génération 68arde un petit peu finissante et décatie. Mais j'en reviens au livre d'Antoine Blondin, également publié aux éditions de la Table Ronde, s'appelle Première et dernière nouvelle. C'est un petit condensé d'esprit français en une dizaine de nouvelles, et qu'il faut se procurer, qu'il faut lire au fil de l'été pour se souvenir ô combien
il est plaisant d'appartenir à cette grande culture française qui est la nôtre. Oui, puis cet hommage à Blandin quelques jours avant le départ du Tour de France, je pense que le clin d'œil aura été perçu par tous. Alors juste, je vous interromps là puisque un scoop vient de nous tomber dessus à Radio Courtoisie, un message d'une auditrice. Le sentier n'existe plus, on n'y trouve plus que des Chinois ou des Pakistanais. Voilà. Donc c'est pas là où les gens vont aller la géopolitique parisienne, leur costume. Alors, écoutez, moi je voulais juste faire état d'un... Alors, je ne sais pas si c'est les cadres qui lisent ça, mais c'est le nouveau numéro 13 de la bande dessinée de Largo Winch qui s'appelle Le Prix de l'argent. Vous savez que Largo Winch, c'est ce milliardaire en blue jeans, sans famille ni attache contestataire, coureur vagabond, iconoclaste et bagarreur. Un vrai Américain. Il se retrouve à 26 ans à la tête d'un empire de 10 milliards de dollars. Et je vous signale que c'est un Serbe, Largo Winch. Vinslav de son nom. Voilà, donc c'est le numéro 13 de la série aux éditions Dupuis qui font d'excellentes bandes dessinées. Et donc moi je l'ai pas eu dans le métro, mais j'ai trouvé ça bien quand même. Patrick. Alors, toujours littérature, le prochain Michel Houellebecq, il va sortir en 2005. Mais cette fois-ci, Michel Houellebecq vient de changer d'éditeur et il signe un contrat chez Fayard. Alors cette fois-ci, l'originalité du contrat, c'est qu'il a signé pour un livre et aussi son adaptation au cinéma, qu'il réalisera lui-même. Donc nous suivrons de près pour voir si Michel Houellebecq est aussi bon réalisateur qu'écrivain. En tout cas, aucune information sur le sujet, le montant du contrat. Mais en tout cas, c'est à suivre pour 2005. Grégoire Gambier. Oui, alors moi, j'ai peut-être pas beaucoup de temps, ou en fait c'est que j'ai la flemme, je lis plus du tout. Donc je me contente de lire les pages débat et opinion du Figaro pour faire le beau le soir, quand je suis les rares fois où je suis invité dans des dîners mondains. Oui, non, c'est ça. Et donc débat opinion, donc la série Qu'est-ce qu'être français aujourd'hui, donc du Figaro, ce qui nous a permis de lire une excellente et revigorante, quoique pessimiste, mais c'est d'un pessimisme actif. Donc une tribune de Jean Raspail à ce sujet. Donc ce n'est pas du tout mon propos. Moi j'ai lu hier celle de Denis Tillinac, Mon patriotisme est syncrétique. Alors le sujet, le titre pouvait être éminemment sympathique, notamment pour nous qui voyons dans le patriotisme syncrétique nous y attachons une certaine valeur. Donc Denis Tillinac, pour nos auditeurs, c'est cet intellectuel post-chiracien et néo-sarkozyste, qui vient de se découvrir un amour immodéré pour le président du Conseil général des Hauts-de-Seine. Alors je ne m'étendrai pas sur le sujet parce que c'est là, du coup, nous sommes effondrés à la lecture de ce type de choses. Je vous rappelle que comment définissez-vous l'identité française? Alors, ça tourne autour de la francophonie et toutes ces choses-là. Bon, pourquoi pas. Et donc, juste un petit extrait. Alors, Denis Tillinac, je suis français, c'est une part essentielle de mon identité. Pas la seule. Ma conscience tâche d'être planétaire, ma sensibilité est foncièrement judéo-chrétienne, ma culture occidentale. Mes goûts et mes couleurs me tirent vers la latinité, aucun penchant régionaliste. Le socio-cul de terroir me rase et les modernes duchés consécutifs à la régionalisation offusquent en moi un jacobinisme incurable. Alors vous direz que c'est pour ça que ça m'a heurté, mais pas uniquement, parce que ça me rappelle malgré tout l'idéologie française décriée par BHL, à peu près dans les mêmes termes d'ailleurs, et surtout l'édito de Benamou dans Globe à la grande époque de la génération Mitterrand, pour qui tout ce qui était franchouillard, lui était odieux. Alors simplement, voilà, ça c'est Denis Tillinac, c'est un intellectuel de droite, considéré comme de droite, attention en plus Sarkozy, c'est vraiment de droite. C'est le mentor de Chirac, il s'est rapproché de Sarkozy. Alors juste pour la table ronde, Mais oui, on en parlait. Oui, mais justement, moi je voudrais intervenir. Il faut savoir décrypter. Je n'ai pas fini, c'est terrible. C'est pas grave, vous rebondirez. C'est le principe de l'intervention. C'est que généralement on s'y attend pas. Je crois pas. Apporter un élément, c'est que Denis Tillinac fait amende honorable dans ce passage. Denis Tillinac était moqué dans le milieu des éditeurs parisiens pour être un bouseux de la Creuse qui s'était essayé de la Corrèze, c'est vrai, qui s'était essayé à des romans régionalistes enracinés et que ça lui a collé à la peau longtemps. Donc là, je pense qu'il quand il a reçu cette question, qu'est-ce qu'être français aujourd'hui, il a dû avoir très peur. La table ronde reprend un petit peu d'ampleur. Il voulait être bien vu de ses pairs. Cet article ne s'adressait pas au Figaro, il s'adressait à ses pairs des milieux parisiens. C'est tout. Non, alors juste pour finir sur Denis Tillinac, donc c'est bien lui qui dit mon patriotisme se sent fort bien dans une peau multicolore, et je rappelle pour nos auditeurs qu'il vient d'éditer Le Dieu de nos pères, défense du catholicisme, CQFD. Patrick. Je vais continuer par du sport.
sport. Je vous rassure, je ne vais pas parler de football, mais de rugby. Avec l'initiative du club de rugby de Perpignan. Donc ça rentre dans la culture, je considère. L'USAP qui ouvrira prochainement son capital au FC Barcelone au nom de leur identité catalane commune et financera un projet de développement reposant sur un recrutement ethnique de ses joueurs. Eh bien, ça a fait scandale. Pourquoi ? Parce que cette association intersportive de la part et d'autre des Pyrénées reposerait sur l'identité régionale commune que partageraient les deux clubs. Ainsi, le FC Barcelone n'est pas désigné par ses futurs associés perpignanais, comme un club espagnol, mais comme une équipe de Catalogne du Sud. Donc d'après la presse, le président du Barça, Joan Laporta, est d'ailleurs connu à Barcelone pour ses ambitions politiques et son discours ultranationaliste. Le club perpignanais a d'ores et déjà arrêté le principe d'un recrutement minimal de 30% de jeunes catalans dans ses équipes et toujours selon son président, il considère qu'il n'est pas utopique de penser que 50% de Catalans seront dans l'équipe dans quelques années. Quel scandale! Donc je me pose la question, en quoi cela est scandaleux de vouloir faire une équipe régionale au sein de l'Europe et d'avoir 50% de Catalans dans l'équipe, donnant une vraie chance sur le plan sportif au sein d'une formation aux jeunes et un vrai partenariat européen. Ce qui change largement du système négrier de certains clubs de football, allant chercher dans les pays du tiers-monde les futures vedettes du foot français. Cela coûte beaucoup moins cher que de former les jeunes de la région. Et pourtant, on va encore gueuler sur les Catalans en disant que c'est des ultranationalistes. Oui, à ce propos, puisque vous êtes dans le football, je vous félicite, parce que vous êtes un grand sportif devant l'éternel, pour saluer la défaite de l'équipe de France de football et espérer, pourquoi pas, puisque nous y sommes, l'Éco-allemande gagne. L'Éco-allemande, oui, ou je crois que c'est le Portugal qui joue ce soir. Pourquoi pas, c'est un pays encore qui se tient debout. C'est Portugal-Hollande ce soir et demain c'est Grèce-Tchéquie. Et dimanche soir sera la finale. Ce soir c'est clair, demain soir le choix est plus délicat. Non, mais maintenant que la France a été éliminée, on s'en fiche, n'importe qui peut gagner, c'est parfait. Hein. Oui, on peut lire du Blondin du coup. Non, il faudra que la Hollande soit encore éliminée, et je pense qu'on aura des vraies équipes. De toute façon, on aura la Tchéquie en finale. On l'espère. Allez, faites des pronostics. Bon. On se trompe à chaque fois. Puisque vous en avez parlé. Il sera noté, Victoria, que votre intervention aura consisté à vous demander des pronostics pour le football. Et je doute que Serge de Beckett sache que vous êtes comme ça quand il est parti, que vous nous poussez à ce sport de masse totalement médiatisé. C'est vous qui en avez parlé. Bon. Je suis pas sûr. Bien, avant donc nous allons justement laisser la parole à Victoria, qui a eu la gentillesse et la patience de rester avec nous pour les quelques annonces prévues dans l'émission de Serge de Beckett de tout à l'heure. Quant à nous, nous refermons cette émission, ce volet des chroniques de la vieille Europe. Grégoire Gambier, Xavier Van Lierde et Patrick PL, merci d'avoir été avec nous. Henri de Grossouvre, merci d'être resté. Vous regardez le football, Henri de Grossouvre ? Plus depuis quelques années. D'accord. C'est votre télé qui a lâché ou c'est votre fibre nationale dans le... J'ai pas de télévision. Très bien, c'est une bonne initiative. Bien, donc ces chroniques de la vieille Europe s'achèvent. Nous nous réentendrons ou réécouterons pour notre dernière émission avant la trêve estivale.